Hein? Deux grandes étapes ont caractérisé cette journée passée dans la salle du barreau des avocats du Congo central, section Boma, le vendredi 14 juin 2024. D'abord, l'inauguration du nouveau local en charge de la gestion des questions relatives aux droits de l'homme en présence de l'autorité urbaine, M. Senghor Mbutu-Yibi, le bourgmestre des communes Nzadi et Kabondo, les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, le service de l'État, œuvrant dans les affaires sociales, les avocats et bien d'autres personnes. Prenant la parole en premier, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Congo central, Maître Chérine Louzaïssou, a circonscrit l'événement en ces termes. C'est un honneur pour moi de venir lancer ces assises relatives à la mise en place d'un bureau spécialisé dans la gestion des cas relatifs aux violations des droits de l'homme. Pour rappel, une société étatique démocratique n'est reconnue qu'à travers son niveau de respect des principes prônés par la Déclaration universelle des droits humains. Partout où existent des hommes, on retrouve des droits humains parce qu'ils sont transversaux. Malheureusement, plusieurs parmi les êtres humains, notamment nos compatriotes congolais, aussi bien parmi les intellectuels que parmi les non-instruits, n'en connaissent réellement ni l'existence et ni le mode d'exercice. C'est pour cette noble raison que le barreau du Congo central, par sa commission des droits de l'homme bien entendu, qui souscrit complètement aux principes démocratiques, base de l'existence d'un état de droit, tient à ce que les membres de son corps, les avocats, techniciens des droits, soient suffisamment outillés pour apporter une assistance juridique aux citoyennes et citoyens victimes des violations des droits, permettant ainsi la protection et la promotion de ces droits humains, quels que soient les systèmes politiques en RDC. C'est ainsi que l'inauguration de ce bureau est couplée avec une formation en droit de l'homme et en justice transitionnelle, formation qui seront dispensées tout à l'heure par deux éminents avocats de notre barreau. L'ouverture de ce bureau a toute son importance, connaissant bien le contexte et la situation préoccupante des droits de l'homme dans notre pays aujourd'hui. J'épinglerai cette situation alarmante en épinglant à titre purement illustratif les exécutions sommaires sans procès équitable, les viols, les arrestations et détentions arbitraires, les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants, les détournements, la corruption, des actes commis par les agents de l'État et les groupes armés, la police et l'armée. Ainsi donc, ce jour est d'une grande importance pour notre barreau parce que le doté d'un bureau traitant des dossiers relatifs aux droits humains est une innovation et un grand soulagement pour nos compatriotes qui ne se sentiront plus jamais seuls devant leur bourreau, mais seront désormais accompagnés par des avocats défenseurs de droits humains pour que leur dignité et leur liberté soient entièrement rétablies. S'en est suivi l'inauguration proprement dite par l'autorité urbaine, M. Senghor Mbutu-Yibi. La visite guidée des locaux entamée, les invités ont bénéficié des explications claires, nettes et précises sur les fonctionnements du bureau de la part du bâtonnier de l'ordre,
Maître Chirine Zaïsou. La salle, la grande salle qui va commencer à servir aux directement de l'église en étudiant, parce que les séminaires sont là-bas, mais l'avocat qui recevra la personne qui estime que ses droits ont été violés, ça se passera ici. Tu vas en faire. Le bureau il est là, le secrétariat c'est juste à côté, mais ici ça sera notre position. Toutes les personnes qui viendront vont estimer que leurs droits ont été violés, seront reçus d'abord ici. On va descendre les chaises qu'on a montées là-bas. Et après, il faut rencontrer les avocats. Donc on a fait un système de roulement. Il y aura en principe chaque jour un avocat qui sera là-bas en permanence. Et ce qui fait que du lundi au vendredi, à chaque fois que quelqu'un vient ici au bureau de droit de l'homme, il aura toujours une oreille attentive d'un avocat qui va l'écouter, le conseiller et l'accompagner s'il est chez lui. Sinon, merci beaucoup. La deuxième étape était consacrée uniquement aux exposés sur les droits de l'homme et justice transitionnelle par Maître Joseph Kassamabika, conseiller technique à la présidence de la République, précisément à la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Nous allons parler de la justice transitionnelle. C'est un curriculum ou un module qui n'est pas donné à l'université, même dans la faculté de droit. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre ça, il faut nécessairement essayer d'expliquer les notions de base. Les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, et nous allons donc chuter à la justice transitionnelle. En fait, la justice transitionnelle, à même mot, c'est le traitement du passé. On ne peut pas imaginer arriver dans un état de droit sans pourtant qu'on puisse se référer au passé. Il a été démontré dans le monde que les États qui ont été gérés dans la dictature, les États qui ont fait longtemps dans les crises, les États qui ont vécu pendant longtemps des conflits armés ou des conflits interethniques, ces États ne passent pas par bateau magique ou par des jeûnes et prières d'un État sauvage à un État de droit. Il y a toujours une transition. Et cette transition, c'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La situation du Congo est pratiquement proche de cet État sauvage. Je ne vous apprends rien. Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Kasavubu, le Lumumba, il y a eu quand même un semblant d'un État démocratique. Mais après 5 ans de gestion, il y a eu un coup d'État militaire. Et nous avons eu un président qui a fait pratiquement 32 ans au pouvoir. Vous n'allez pas me dire que c'était un État démocratique. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait des élections libres. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait liberté d'expression. Vous n'allez pas me dire que les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme étaient respectés. Et vous savez quoi? Il n'y a pas très longtemps, publiquement, le président de la République déclare que notre justice est malade. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le président de la République lui-même le dit. Notre justice est malade. Donc vous voyez déjà qu'il y a un souci, même avec l'exécutif, même avec le judiciaire. Les législatifs, n'en parlons même pas. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des machines à voter chez eux.
Il regarde la télé, quand il est un peu fatigué, il commence à mourir. Nous tendons vers l'état de droit, mais nous sommes encore loin du filet. Et pour cela, il faut nécessairement qu'on puisse parachuter à ce que je vais, là où je vais m'étendre le plus possible, à la justice transitionnelle. Alors la justice transitionnelle s'occupe des victimes. Nous aurons, et se concentre beaucoup sur les victimes. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect des bourreaux, avec les PDS et les programmes de mobilisation des armements, réinsertion communautaire, mais c'est plus sur la victime que nous sommes centrés. La justice classique est structurée et s'occupe plus sur l'auteur de l'infraction. Alors la justice transitionnelle s'occupe des crimes de masse. C'est des crimes de masse, on vous dit fausse commune. Les femmes peuvent être enterrées vivantes à Makobola. Ici, on parle plutôt des crimes de masse. Alors dans la justice classique, c'est des crimes de droit commun. Je me souviens, la dernière fois que j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu la dame qui est procureure générale qui a fait tomber Jacob Zuma. Jacob Zuma, tout puissant Jacob Zuma, président de la République, en exercice. Il a détourné, le procureur de la République a trouvé qu'il a détourné $200,000. Bon là, c'est encore des petits joueurs, hein? Ils sont encore au niveau des $1,000. Pareil qu'ils doivent être entraînés par des Congolais, parce que nous, c'est souvent des millions et des millions. Jacob Zuma, le procureur de la République, trouve que c'est $200,000, on ne sait pas. Vraiment, un chiffre qui est passé dans ce compte, on vérifie, on ne trouve pas clair. On dit Jacob Zuma vient justifier. Il fait un peu la tête et tout ça. Oh. Ok. La dame dit, de toutes les façons, moi j'amène les dossiers au Parlement, et Jacob Zuma a des salles. Il a démissionné de la présidence de la République suite à des pressions qu'il a eues. Cette dame s'appelle Mandotela. Et je demandé à cette dame, mais nous, enfin le président dit que notre justice est malade, on va mettre en place ces processus de justice transitionnelle comme on l'a fait chez vous. Oh, mais tu vois, mais c'est bien. Comme parce que là-bas, il y avait des clercs, des bourreaux, des small tutu, au milieu du village, et Mandela, la victime. Et les bourreaux ont demandé à tous ces caporaux, moi je ne sais plus rien faire, dire toute la vérité, toute la lignée, pour que vous puissiez bénéficier des amnisties. Et c'était choquant, c'était difficile. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a pu, à partir de ces moments, parce qu'ils ont mis en place des bonnes lois, des bonnes stratégies, et c'est à tous les domaines. La dame leur dit, mais quand vous allez commencer vos états généraux de la justice, je suis prêt à coopérer pour vous, c'est une coopération suicide. Puis, sur le droit à un procès équitable devant la justice congolaise, arme ou bouclier par maître Gobert Poitinswami, doctorant en fin de thèse en droit international pénal à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université libre de Kinshasa. Généralement, quand on parle de droits humains, on pense comme si on est sur la ligne. C'est comme si on fait un voyage sur Mars ou sur Jupiter. Mais les droits humains, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, mon intervention, l'axe de mon intervention, sera mis sur les droits humains que nous vivons devant les cours des tribunaux. C'est un sujet à la fois théorique, mais aussi pratique. Parce que généralement, quand on parle de droits humains, on a tendance à voir que l'effet des droits humains, que les défenseurs des droits humains, les gens qui sont plus courageux que nous, les avocats, les gens qui peuvent même donner leur vie parce qu'ils doivent crier à gauche à droite, ou alors ceux qui écrivent beaucoup, par-ci par-là. Souvent c'est ça l'impression qu'on donne. Alors que les droits humains, ce sont des droits qui commencent chez nous à la maison, que nous rencontrons dans la vie, que nous rencontrons au parquet, que nous rencontrons partout où nous vivons et dans notre environnement. Alors, mon speech sera schématisé sur 5 points. La première chose, je vais définir de manière très brève ce qu'on entend par droit au procès équitable. Je donnerai au cours du deuxième point les sources de ces droits, si ces sources existent. Les contenus, c'est là où je ferai un peu de commentaires. On n'a pas assez de temps
mais je prendrai 3 droits que nous allons analyser ensemble, eu égard à la jurisprudence produite par la Cour de cassation, par la Cour constitutionnelle, ainsi que par les juridictions internationales. Enfin, à quel point, je poserai la question, comment peut-on assurer le contrôle de ces droits pour ces états. Et enfin, comme indique l'exigé, je vais me poser des questions. Si ces droits équitables peuvent être une arme ou alors un bouclier. En fait, les droits opposés équitables, ce sont les droits humains appliqués dans un procès. Ici, l'approche utilisée par les droits opposés équitables, c'est une approche procédurale. Nous savons bien, nous les avocats, nous avons les formes. Quand nous recevons les dossiers des clients, il y a 2 questions qu'on se pose. A-t-il raison sur le fond ou alors, quelle est la procédure à suivre? Et les droits procédurales, ce sont tous ces procédures-là. Donc nous sommes en face des lois procédurales. Nous savons bien que nous sommes dans les cours centrales. Il y a un certain nombre d'attaques pour ceux qui comparaissent devant les juridictions civiles et coutumières. Il y a des attaques, surtout en matière de terre et même en matière de pouvoir. Mais vous êtes en face d'une décision dans laquelle les juges, au lieu d'appliquer la coutume Congo, qui est la coutume des parties qui ont saisi, il applique un proverbe ici de tous. Oh non, j'étais au mandat, tout ça, j'étais, je ne sais pas, tout ça, voilà, d'ailleurs là-bas, tout ça, voici comment ça se fait. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec la RDC, plus particulièrement les Congos, les peuples Congos, vous êtes en train de juger. Ou alors, vous allez dans les Kassai, dans les localités où il y a les patriarcats, ils ont aussi leur principe d'appliquer. Vous vous appliquez parce que vous venez des Boma ou des Matadi, des Matamoumou, vous allez là-bas, vous appliquez une coutume Congo alors que chez nos frères Kassaïens, cette coutume-là n'a pas de décider. Ça, c'est une motivation erronée parce que la base, c'est la coutume qui est irrégulière, qui ne doit pas être appliquée, ou alors une disposition légale qui ne l'est pas. La 5e déclinaison, selon la gestion de la Cour de cassation exclusivement, c'est la motivation ambiguë hypothétique. La motivation ambiguë, donc on ne comprend pas ce qu'il veut dire, c'est que la Cour des tribunaux a voulu dire. Alors, quand un tribunal fait tout ça, il viole les droits au procès d'État. Donc, parce que la motivation, c'est un droit lié au procès d'État. On ne peut pas assister à l'équitabilité d'une procédure. Mais lorsqu'on est en face des décisions qui se détruisent ou qui se contredisent. Alors, les 2 principes, comme je l'ai dit, que je vais élucider à 3 principes, je pourrais aller à 4 si on a le temps, je ne sais pas. Là, je vais définir les principes de motivation. Alors, quel est l'essence ou la rationalité du principe de motivation? Les parties opposées ont les droits, ce qu'on appelle les droits à la compréhension de la décision. Une décision judiciaire doit être intelligible. Et c'est le droit du justiciable de comprendre pourquoi, même si la personne a gagné ou la personne a perdu, il faut que les justiciables comprennent pourquoi est-il arrivé à telle conclusion. Et généralement, parfois, par moment, nous les plaider, on se contente des droits, on client a gagné, ma cliente a gagné. Mais quelle est la vie de cette décision? Lorsque dans cette décision judiciaire, il y a des motivations, une motivation erronée, contradictoire, mais une telle décision n'a pas une grande espérance de vie. Le jeu de questions et réponses entre les intervenants du jour et les participants ont complètement bouclé la boucle de cette grande activité avant le repas final partagé pour la circonstance.